Bonjour et bienvenue à cet entretien sur l'IA et l'IA générative. Mon nom est Marc-André Paquette, je suis directeur de projet à CPI Canada et je suis intéressé à la transformation digitale ainsi qu'aux impacts des nouvelles technologies sur la profession. Je suis en compagnie d'Olivier Blais, cofondateur et VP Sciences de la donnée chez MoveAI. Olivier est aussi président du Comité canadien de l'ISO-IEC sur l'intelligence artificielle qui vise à favoriser la coopération mondiale et à stimuler l'innovation et le progrès dans le domaine de l'IA. Merci Olivier d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci de m'inviter. C'est tout le temps le fun de pouvoir parler d'IA et d'IA générative, surtout qu'il y a tellement de choses qui se produisent présentement. Ah, effectivement, en effet. On va pouvoir en discuter longuement là-dessus. CPI Canada, évidemment, en collaboration avec les partenaires, les ordres comptables provinciaux et territoriaux, effectue une vigie sur qu'est-ce qui a un impact sur la profession. Il y a plusieurs années déjà, l'IA a été identifiée comme étant très importante au niveau des outils qui allaient équiper les CPA à l'avenir. Et c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs recherches, il y a eu aussi des publications qui ont été effectuées sur le sujet, notamment un document d'introduction à l'IA pour les CPA qui a été effectué en collaboration avec le American Institute of CPA, l'AI-CPA. Un peu plus récemment, au début de 2023, on a identifié évidemment l'IA générative par le biais de l'application ChatGPT comme étant très importante, encore une fois, comme étant un outil d'avenir auquel il fallait se pencher. Et depuis, en fait, c'est un petit peu ce qui a initié les discussions et notre intérêt à avoir cette discussion-là avec toi, Olivier. Donc, depuis quelques secondes déjà, je parle de IA générative. Est-ce que tu seras en mesure de nous expliquer un petit peu les fondements ou les concepts là, qui sous-tendent ces nouvelles technologies-là? Oui, tout à fait. Donc, quand on parle d'IA, premièrement, l'intelligence artificielle, c'est pas vraiment intelligent. C'est pas de l'intelligence en tant que telle. Des fois, il y a des personnes qui pourraient penser que c'est de la robotique, ça fait peur. En fait, c'est vraiment plus une philosophie qui est de prendre des décisions grâce à des modèles statistiques. Donc, c'est aussi simple que ça. Puis au bout du compte, la décision que tu veux prendre ou l'action que tu veux automatiser, c'est toi qu'il faut que la définisses. Il faut que tu aies des données. Dans le fond, il faut que tu aies des données pour pouvoir se baser sur ces données-là. Ça, on appelle ça de l'apprentissage machine. C'est ce qui est vraiment le moteur. Donc, je peux donner un exemple. Si l'intelligence artificielle, c'est un véhicule, l'apprentissage machine, qui est, dans le fond, des analyses pour trouver des patterns, pour trouver des tendances dans les données, des associations, ça, c'est le moteur. Mais un moteur, ça ne roule pas tout seul, ça va prendre des données. Les données seraient comme l'essence, par exemple, de ce véhicule-là. Et ça coûte habituellement cher, ça prend du temps, ça prend une panoplie de données parce que tu cherches des tendances sur tes données dans des solutions qui sont plus traditionnelles, qui sont plus classiques. Donc, tu vas développer une solution, par exemple, pour identifier des anomalies dans des transactions. Ça pourrait être un cas d'usage. Donc, tu vas développer un système sur tes propres données ou sur des données de d'autres clients ou de d'autres entreprises. Faut là, après ça, que tu mettes ça en place, puis après ça, quand tu as un système qui est capable d'identifier ces anomalies-là, bien, ce système-là, il faut que tu sois capable de pouvoir l'appliquer sur des nouvelles transactions. Le problème, ça coûte cher, c'est long, puis c'est pas très flexible. Mais maintenant, avec l'IA générative, c'est basé essentiellement sur le web. Donc, tout ce qu'on peut trouver sur le web, tout ce qu'on peut trouver dans des livres, dans des blogs, c'est tellement riche en contenu que ça permet de pouvoir faire une grande quantité de tâches sans avoir à redévelopper, sans avoir à réinventer la roue. Et ça, c'est un vrai changement, c'est un changement profond. Donc ici, ce qu'on parle, c'est à la place de créer ton propre modèle avec tes propres données, puis de se croiser les doigts que ça fonctionne, et que tu es capable vraiment de faire des prévisions, tu fais juste poser la question, tu donnes des contraintes, tu peux donner certains exemples, et on se base sur le web pour avoir une réponse par la suite. C'est juste un fonctionnement qui est un peu différent, mais qui permet de pouvoir générer des choses sans que ça coûte plus cher, sans que ça prenne du temps, puis ça permet de démocratiser vraiment à tous l'intelligence artificielle. Super. Puis,
On a bien distingué l'IA et l'IA générative. Le mot que tout le monde a sur les lèvres, ChatGPT. Où est-ce que ça se positionne là-dedans? Là? On entend le GPT-3, 4, ChatGPT, bref. Tu es capable de nous informer un peu là-dessus? Je peux t'en sortir des acronymes. Ouais. C'est pas récent, même si on vient d'avoir l'événement là, de ChatGPT dans nos vies, mais ça fait quand même plusieurs années que c'est en train de se bâtir. Donc, il y a une dizaine d'années, on a commencé à réfléchir à des façons de pouvoir éviter de réinventer la roue. Je sais que j'ai utilisé ce terme-là, mais c'est parce qu'on parle souvent de la recherche, puis là, ça coûte cher, ça coûte cher. Puis à un moment donné, on s'est dit, ben, attends un peu, tu n'es pas obligé tout le temps de recommencer à zéro une solution. Ça a été créé surtout dans le domaine de la reconnaissance d'images. Pourquoi il faudrait que tu identifies des images d'animaux pour être capable de détecter un animal, de détecter de l'écriture, donc tu vas recréer de zéro un modèle, quand en fait, ce qui est le plus difficile, c'est d'apprendre, par exemple, les textures, d'apprendre les formes, d'apprendre les couleurs. C'est les tâches les plus difficiles pour identifier des éléments sur une photo. Donc ça, on a identifié une nouvelle technique qui s'appelle des modèles de base. Donc, c'est des gens qui ont essayé de créer un modèle qui est capable de pouvoir prédire n'importe quel type d'image. Il ne le fait pas nécessairement très bien, mais ça crée quelque chose de polyvalent qu'on peut après ça adapter à son besoin. Et ça, quand on a commencé à le faire pour les images, on s'est dit, ben, attends un peu, ça va aussi bien fonctionner sur du texte. Okay. Donc, là, ici, on parle de grands modèles de langage, ça aussi ou un LLM. Ça, c'est quelque chose aussi que peut-être certaines personnes ont entendu. Donc, ici, c'est de dire, hey, si on prend le web, et le web, c'est une immense source, c'est une source de perte de temps, mais c'est surtout une source de contenu textuel. Google, surtout qu'il y a quelques années, ils ont même entrepris de scanner et de numériser à peu près l'ensemble des livres. Donc, vraiment, maintenant, tu as à peu près tous les livres ou une grande majorité de livres historiques. Tu as des blogs, tu as Wikipédia. Donc, tu as tellement d'informations. Et ce que les experts des grands joueurs technologiques se sont dit, c'est, ben, attends un peu, on peut juste prendre une grande quantité de ces textes-là pour pouvoir apprendre là-dessus et par la suite de pouvoir même générer de l'information. Donc, générer de l'information, ça touche l'imaginaire. Parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'est quand on prédisait des choses, c'est souvent si tu disais, j'utilisais l'exemple de détection d'anomalies. Souvent, tu dis, ça, c'est une anomalie, oui, non. Donc, ça, on appelle ça de la classification. Ou des fois, tu peux faire aussi du forecasting, donc de prédire des valeurs. Mais on ne pensait pas à générer du texte, générer des images. Et maintenant, grâce à des nouvelles techniques, que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais surtout grâce à la quantité d'informations qui est ingérée par des solutions d'IA générative, bien là, on est capable de pouvoir générer du contenu et ça touche l'imaginaire parce que c'est comme ça qu'on communique. On ne communique pas avec des 1 puis des 0, on ne communique pas avec des ratios, même si beaucoup de gens, surtout les CPA, aiment les chiffres et les ratios et les probabilités, mais c'est vraiment avec du contenu textuel. Et c'est pour ça qu'ici, on voit une grande courbe d'adoption. Les gens l'adoptent parce que tu es capable de pouvoir avoir une réponse en langage qui est compréhensible. Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'apprendre une technologie, on a besoin d'accéder à cette application-là et de commencer à l'interagir avec elle de façon humaine, là, presque. Oui, parler comme un humain. Exactement. Et là, l'IA générative, donc tantôt je parlais de grands modèles de langage. Ces grands modèles de langage, ces LLM-là, il y en a plusieurs. Il va y avoir donc il y a des gros joueurs, il y a OpenAI, par exemple, qui est précurseur. Eux autres, là, ils vont avoir certains produits, certaines solutions. Donc, c'est vraiment des solutions. ChatGPT en est une, GPT-4 en est une autre. Mm-hmm. On entend déjà parler de GPT-5 qui s'en vient imminemment. Donc, le progrès n'arrête pas. Et là, bien, il y a plein d'autres acteurs qui aussi sont dans le marché. Google va avoir un outil qui s'appelle Palm, Palm 2. Tu as Anthropic qui va avoir Claude. Ici, je ne parle pas d'un humain, je parle d'un modèle. C'est très similaire. C'est à peu près le même fonctionnement. Tu lui donnes du texte en entrée, donc on appelle ça une commande ou un prompt, et tu vas avoir du texte qui répond à la question que tu as, essentiellement. C'est vraiment simple. Le but, c'est de la simplicité. Et moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est pour une des premières fois
dans le domaine de l'IA qu'on pense à l'utilisateur et à son expérience. OK, je comprends. Donc, en ce moment, tout est bâti pour que l'utilisateur ait une bonne expérience quand il utilise ces outils-là. Tu lui parles en langage. Ça peut même être flou. Même si tu mets des fautes d'orthographe, c'est pas grave, ça fonctionne quand même et tu vas recevoir une réponse que tu vas comprendre. Et toutes ces solutions-là, c'est juste des solutions indépendantes les unes des autres qui vont essentiellement faire la même chose. Moi, ce que je suggère à tout le monde, c'est honnêtement, tout le monde devrait l'essayer. C'est gratuit, surtout ChatGPT parce que c'est simple. Tu vas sur chat.openai.com, tu te crées un compte, ça prend 10 secondes, puis après ça, c'est gratuit, tu peux le tester, tu poses des questions, tu as des réponses, tu regardes, il faut garder faut garder l'œil critique, mais c'est super simple à utiliser. Pour vrai, moi, je suggère à tout le monde de le faire, puis après ça, c'est là que tu vas voir des petites faiblesses. Des fois, si tu poses une question trop précise en français, peut-être ça va être moins bon, essaye-le en anglais, essaye de pouvoir rephraser, puis moi, je vous garantis que vous allez être surpris des résultats si vous ne l'avez jamais essayé. Oui, écoute, je pense qu'on est très d'accord là-dessus. Mais justement, parlons-en des cas d'utilisation. Je pense que tout le monde va essayer de l'essayer à trouver à composer une chanson, un poème, peu importe, ou le challenger, c'est de trouver la faille dans l'outil. Mais après qu'on ait joué un peu, après qu'on ait testé les limites avec du truc un peu plus créatif, c'est possible de l'appliquer dans un contexte, je veux dire, sans dire qu'il est plus sérieux, mais dans un contexte plus de travail. Et étant donné que c'est maintenant accessible à tous, je suis intéressé à voir, est-ce que toi, dans le contexte de ton travail, de tes interactions avec plusieurs personnes, est-ce que tu vois des applications qui sont possibles pour quelqu'un qui fait du day-to-day, un CPA par exemple, qui a du travail et qui aimerait se faire assister par un outil comme ChatGPT? Bien, tout à fait. En fait, même avant ça, juste pour le mentionner, mais selon les études, ce qu'on démontre, c'est qu'environ 70 des utilisateurs de ChatGPT l'ont essayé dans le cadre de leur fonction. Donc, c'est pas rien. Donc, en ce moment, ce qu'il faut s'attendre, c'est que ChatGPT, même si c'est un outil disponible à tous, il faut le voir comme un outil d'aide dans sa fonction. Surtout des fonctions où il y a beaucoup de savoir. Dans le cadre, justement, de quand on est CPA, quand on est comptable, quand on est fiscaliste, quand on est avocat. Donc, tous ces types d'emplois-là où il y a une grande quantité de savoir, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de rapports qui doivent être créés. Il y a beaucoup de création, en fait. Tantôt, on parlait d'artistes, mais dans le fond, c'est des artistes des chiffres. Quand on le voit, ben oui, c'est beau. Mais quand on se retrouve à créer beaucoup de contenu, c'est là qu'on va voir une force de l'IA générative. Donc, ici, rapidement, je peux peut-être donner certains des axes qu'on va voir. Donc, premièrement, c'est de la création de contenu. Donc, quand on parle de création de contenu, un qui peut assez rapidement me venir en tête, c'est de créer des métadonnées. Créer des entrées de journaux, ça pourrait être de créer des comptes de dépenses. Oui. Donc, d'être capable de pouvoir soit avoir vraiment peu de détails sur une dépense, puis d'être capable de dire peux-tu me transformer ça en une entrée dans mon outil de compte de dépenses en suivant tel format, puis oui, il va le faire. Il va être capable de pouvoir générer ce format-là, l'information utile. Tu peux avoir aussi de la création de rapports. Ça, on va en avoir beaucoup. Donc, d'être capable de pouvoir dire, regarde, j'ai un peu d'informations ou j'ai un fichier Excel, génère-moi. Puis maintenant, on va le voir avec Copilot en passant, qui est un outil de Microsoft qui va bientôt sortir. Mais ça va être disponible dans Excel. Tu vas pouvoir lui demander, génère-moi un rapport un pie chart qui analyse tel type d'information, telle colonne de telle façon. Ça va se faire automatiquement. Donc, la création de rapports va pouvoir se faire. On va voir de la création de PowerPoint, de la création de documentation automatiquement. Et du moins ici, c'est sûr qu'on peut le voir comme, et puis ça c'est important, il ne faut pas laisser aller les choses puis tout de suite envoyer ça au président. Mais c'est très bon pour faire un brouillon, de faire une première version. Tu revois, tu modifies, puis ça vient de te sauver énormément de temps. Donc, création de contenu. Il y a la création de sommaires, puis d'être capable de pouvoir transformer l'information. Dans ce cas-ci, ce qu'on pourrait voir, ça serait, on peut faire des analyses, des études de marché, des analyses. Donc, tu peux fournir de l'information, des sources d'information, et de transformer l'information pour la rendre
plus compréhensible ou pour combiner des sources d'informations. Donc, par exemple, on pourrait voir ça, on a un grand projet, on veut réfléchir à la rentabilité d'un projet, d'être capable de pouvoir aller chercher de l'information sur les impacts du projet, de l'information sur les coûts du projet et de pouvoir combiner l'information dans un seul rapport. On peut le faire. De passer d'avoir un très grand document et de faire un sommaire. Donc, par exemple, les avocats, on le voit de plus en plus maintenant. Ils vont passer au peigne fin. Donc, avant, c'était beaucoup de lectures qu'ils devaient faire. D'être capable de dire, ben, regarde, prends toute cette information-là et sors-moi l'information qui est la plus utile pour moi dans ma fonction. Et il va être capable de sortir l'information, donc te sauver beaucoup de temps. Sinon, c'est sûr qu'il va y avoir de la génération de contenu riche. Donc, on pourrait penser à des créations d'images, création de code. On ne va pas nécessairement là, mais quelque chose à noter, c'est que, et ça, j'ai été fasciné par ça, c'est que tu peux même valider la qualité de tes données. Tu lui donnes des données. Donc, tantôt, on mentionnait la détection d'anomalies. Tu peux faire de la détection d'anomalies avec ChatGPT. Donc, tu serais capable, par exemple, de voir si des dates ont été mal formatées, des dates sont dans le futur parce qu'il y a eu une erreur d'entrée, surtout quand c'est des données qui sont manuelles. Donc, vraiment, ici, et je ne parle pas de projet, et c'est ça qui est encore plus le fun, je ne parle pas de projet d'1 million de dollars. Là. Je parle, tu as une application, tu copies-colles un fichier et tu dis, peux-tu valider si tu identifies des anomalies dans ces données suivantes? Tu peux donner certains exemples d'anomalies et il va pouvoir analyser. Il dit, bien, sais-tu quoi, ça, c'est une valeur qui est beaucoup trop élevée parce que, je sais pas, c'est un compte de dépenses, puis finalement, tu as 1 million de dollars. Puis là, tu dis, ouais, je pense pas que Joe, il a payé un souper à 1 million de dollars jeudi passé. Ou sinon, des données en disant, bien, ça, c'est 3023 l'année. Je pense pas que la personne a dépensé en 2023, a fait une dépense en 3023, c'est une erreur. Donc, ça, c'est un exemple de choses que tu peux faire. Donc, c'est pas juste, tantôt on parle de texte, mais c'est aussi beaucoup de contenu riche. Donc, ça inclut aussi des données. Et finalement, on peut penser aussi on peut utiliser pour répondre à des questions. Et ça, on va le voir de plus en plus. Je ne sais pas si à CPA, vous avez un intranet à l'interne. Est-ce que vous avez? Oui, la plupart de vos organisations, mais oui. Et la plupart des organisations ont ça. Yes. Et un des plus gros challenges avec les intranets, c'est de l'utiliser. La plupart du temps. Bon point, effectivement. Mais maintenant, ce qu'on va voir de plus en plus, puis je parle d'intranet, mais on pourrait voir plein d'autres choses. On pourrait voir autant d'un point de vue entreprise, donc tu te crées, dans le fond, tu te connectes à ton intranet. Tu pourrais voir ça aussi des bases de données externes. Tu pourrais voir des bases de données, par exemple, une base de données avec les normes comptables ou avec des normes dans différentes industries, dans différents pays. Et tu serais capable de pouvoir poser des questions, d'aller chercher l'information dans une base de données et de retourner la réponse dans un langage qui est compréhensible. Ça ici, on appelle ça dans le fond, c'est de la recherche, tout simplement. Donc, c'est des outils de recherche, mais qui vont être vraiment plus sophistiqués que ce qu'on voit présentement. Ils vont répondre la bonne chose. Par exemple, si on compare à Google, donc ChatGPT pourrait être 10 fois meilleur que Google pour trouver la bonne information dans des documents. Et en plus, donc que tu trouves plus facilement la bonne information, tu es capable, donc ChatGPT serait capable de pouvoir la transformer dans un langage intéressant. Et pas juste te pointer à un document. Ah, ben oui, cette information-là est dans ce document de 1000 pages-là. C'est comme, non, attends un peu. C'est capable de non seulement te pointer au bon document, mais de créer un sommaire de 3-4 phrases qui vraiment va répondre à ta question. Je comprends. Fait que non seulement l'application ChatGPT, par exemple, facilite l'accès à l'AI, mais l'application en tant que telle facilite l'accès à d'autres ressources comme un catalogue de normes, par exemple, ou des documents qui sont beaucoup plus nombreux, parce que là, on parle des normes canadiennes, on peut parler des normes de plus en plus, on a affaire avec des partenaires en Europe, par exemple. Fait que c'est un framework qui est différent là-bas, mais si on feed cette information-là à un outil comme ça, on est capable d'interagir avec l'outil de façon naturelle, de façon humaine, et avoir une réponse qui est dans un langage humain, dans un langage compréhensible pour le commun des mortels. Oui, bien ici, j'utilisais beaucoup jusqu'à date Microsoft et OpenAI, mais un exemple de Google, par exemple. Google a une fonctionnalité qui est sur le point de sortir, ou qui est sortie, ça dépend du lancement de la publication, qui s'appelle
recherche interne. C'est pas hyper, c'est pas hyper créatif, mais ça dit ce que ça dit. C'est que tu peux chercher dans tes bases de connaissances. Donc, encore une fois, je fais la comparaison avec l'engin de recherche de Google qu'on connaît tous. Mais ici, ça va vraiment être une capacité de pouvoir chercher dans ses propres documents ou même dans ses propres bases de données. Donc, tu te retrouves à avoir plein de bases de données partout. Tu es capable de dire quels clients sont encore en défaut de paiement, sans même lui dire dans quelle base de données regarder. Et si tu te connectes, donc au départ, celle-là, c'est peut-être un des cas d'usage où tu as besoin de faire des connexions au préalable. Mais quand tu fais des connexions aux bonnes bases de données, disant bon, regarde, j'ai 6 bases de données, j'ai une base de connaissances, j'ai mon intranet, tu te connectes à ça. Puis après ça, tu dis ben question sur les défauts de paiement. Bien, il va aller analyser l'information dans tes bases de données, puis il va être capable de dire ah, ben tel client, on voit qu'ils sont encore en défaut de paiement. Donc, ça, c'est pas un rêve, c'est quelque chose qui sort là. Et c'est quelque chose qui ne nécessite pas un PhD avec une équipe, 1 an de travail, 1,5 million de dollars d'investissement. C'est quelque chose qui, ici, va être disponible à même les services infonuagiques. Donc, tu te retrouves tu fais les connexions avec tes bases de données. Tu payes une licence qui est quand même dérisoire parce que c'est des charges opérationnelles, c'est pas des charges capitalisables comme on peut voir avec du CAPEX, par exemple des gros projets d'envergure. Et tu as accès à vraiment la richesse de tes bases de données. Et ce, sans le travail préalable. Sans le travail préalable, oui, oui. Tu as un peu de travail préalable. En fait, il n'y a rien de magique dans le monde. Je l'ai appris assez rapidement. Même si je suis jeune, je l'ai appris à mes dépens. Mais c'est vraiment peu d'efforts. Il faut que tu apprennes. Et ça, on va en reparler plus tard quand on va parler justement de comment bien utiliser ces plateformes-là. Mais il suffit de savoir comment chercher la bonne information. Il suffit de pouvoir se connecter aux bonnes bases de données. Ce n'est même pas une base de données qui est très bien structurée, là. Ça peut être plein de bases de données structurées de façon différente. Tu peux te connecter à tout ça et dépendamment des nomenclatures, des noms dans les bases de données, des noms des tables, des noms des types de valeurs, bien, les outils vont être capables de pouvoir identifier et de pouvoir, dans le fond, se référer à cette information-là. Puis ça s'en vient, ça. Ça va, je veux dire... C'est d'une semaine à l'autre, là. Je comprends. Puis, je veux dire, c'est l'implantation qui va être relativement plus facile que des précédents projets d'intelligence artificielle. Généralement, on voyait l'intelligence artificielle comme étant quelque chose, sans dire inatteignable, parce que ça l'est atteignable, mais il y allait avoir beaucoup de, comme tu dis, d'investissements, de ressources, de personnel, pénurie de main-d'œuvre puis de têtes qui sont capables d'implanter ça. Mais ça, je pense que ça nous l'approche. Ça fait en sorte que c'est plus atteignable pour n'importe quel type d'organisation. Tout à fait. Ce que moi, j'estime, c'est qu'un projet d'IA, avec l'IA générative, et c'est sûr que ça ne fait pas tout, là, j'estime, probablement 8 projets sur 10 vont pouvoir être remplacés ou augmentés par l'IA générative versus l'IA traditionnelle. Tu peux prévoir sauver entre 50 et 80 des coûts. Puis ici, on peut estimer la même chose et même probablement être plus agressif en termes du temps pour obtenir les résultats. Donc ici, tu ne parles pas de projet qui va te prendre 6 à 12 mois. On peut parler de projet qui pourra prendre quelques semaines. Puis après, ce qui est le fun, c'est que n'importe qui est capable de pouvoir le tester. Maintenant, et ça, moi, j'ai tombé en bas de ma chaise quand j'ai commencé à le voir il y a quelques mois. MoveAI, on est une firme de développement de systèmes d'intelligence artificielle. Et la plupart du temps, on est obligé de convaincre les gens en disant oui, ça se fait. Oui, ça se fait. Tu es capable d'obtenir des bénéfices. Et maintenant, tu as des gens qui me disent hey, j'ai testé ça dans ChatGPT, ça me donne quelque chose de pas pire, amène-moi au prochain niveau. C'est une transformation. Pour vrai, c'est une transformation. Ça fait, je dirais, ça fait à peu près 10 ans qu'il y a des gens qui parlent de révolution industrielle de l'IA. Il était juste précurseur parce qu'en fait, là, c'est une vraie révolution. En ce moment, c'est l'équivalent du web, l'avènement du web. Puis, tu sais, on se disait, quand on a commencé à utiliser les moteurs de recherche, c'est sûr que j'étais quand même plus jeune à l'époque, mais maintenant, ceux qui sont bons pour chercher dans Google, puis en fait, il y a 5, 10 ans, 15 ans, si tu étais bon pour trouver de l'information dans Google, bien, d'habitude, tu étais plus efficace dans ton emploi
Puis d'habitude, tu étais capable d'aller chercher plus facilement des promotions. Ça a été démontré. Meilleur tu es pour trouver de l'information, meilleur tu devrais être dans ta fonction. Bien, ça va être la même chose avec l'IA générative. Meilleur tu vas être pour pouvoir générer de la documentation, de pouvoir avoir rapidement des réponses à tes questions, bien, meilleur tu vas être pour livrer de la valeur pour ton entreprise. Je comprends. On va clairement parler de upskilling puis de développement des compétences parce que j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles aptitudes à développer pour être capable de contribuer de façon significative là-dessus et pas juste voir le bateau passer, mais avant. Parce que j'imagine que les personnes qui vont nous écouter, principalement des CPA, je pense que tu as bien fait, tu as bien mis la table sur les opportunités, sur à quel point on est capable de rendre accessible cette technologie-là dans nos activités, le tester, etc. Tu as parlé de mettre des données de notre organisation dans l'outil, copier-coller. Et d'un autre côté, on entend beaucoup parler de cybersécurité, puis évidemment, la gestion des risques, c'est le day-to-day de plusieurs CPA. Donc, je suis intéressé de t'entendre sur justement les nouveaux risques que ça va créer ou bien l'attention qu'on devrait porter à la balance ou l'autre côté de la balance au niveau des opportunités, mais aussi des nouveaux risques qui peuvent être adressés. Non, tout à fait. Ben là, j'avais ma casquette innovation, là, je vais mettre ma casquette standardisation. Ah, c'est parfait. Et c'est quand même cowboy. C'est facile de faire n'importe quoi avec des solutions d'IA. Et surtout maintenant, ce qu'on voit, c'est justement, c'est le balancier. Avant, c'était disponible à presque personne. C'était des gens plus scientifiques, des gens plus techniques qui pouvaient utiliser de l'IA. Donc, il y avait un impact qui n'était pas aussi grand. Tu avais peu de gens qui l'utilisaient pour vrai. 85% des projets ne sont jamais mis en production. Donc, oui, tu avais un certain impact, puis c'était important. Puis, il y en a qui ont même réussi à se planter quand même dans le 15% des solutions en production. Willow, par exemple, qui essayait de prédire des opportunités pour faire des flips en bon français de maison. Puis finalement, que ça ne fonctionnait pas, leur évaluation boursière a complètement tombé après la mise en production de ces systèmes-là. Donc, même à ça, c'est un gros problème. Mais là, avec l'IA générative, c'est encore plus important comme problème potentiel parce que tout le monde peut l'utiliser. Donc, tout le monde peut faire ce qu'ils veulent et ça peut être un problème. Donc, ici, ce qui est important, et c'est de là que les gouvernements, c'est là que les organisations de standards ont décidé d'aller en tant qu'approche. C'est une approche par gestion de risque. Donc ici, c'est important de comprendre que la régulation, les lois, les standards, c'est sûr que ça va toujours arriver après l'innovation. Ça prend quelque chose pour pouvoir le réguler, pour pouvoir le standardiser. Et en ce moment, on est un peu dans ce flou-là présentement, où il y a plusieurs experts qui ont mis leur point à terre en disant on a besoin de régulation, on a besoin de processus, on a besoin de contrôle. Ils ont tout à fait raison. Mais en ce moment, ce que moi, je demande à tout le monde à qui je parle, c'est que chaque personne doit être responsable de leur utilisation des outils. OK? Et ça, ici, je vais donner certains exemples de problématiques, certains exemples de risques. Mais la base, c'est de se poser des questions sur les risques qu'on encourt quand on utilise les outils. Donc ici, les risques, grosso modo, on va parler de risques fonctionnels. Ça fonctionne-tu ce que tu fais ou ça ne fonctionne pas? On va parler de risques au niveau de la sécurité de l'information, des risques au niveau de l'éthique, des risques au niveau juridique. Donc, je dirais ça, c'est les risques principaux qu'on a directement la mainmise. Donc, on est capable de pouvoir prévenir ces risques-là. Donc, ici, je vais aller un petit peu plus dans les détails. Par exemple, quand je parle de risques fonctionnels, c'est quoi que je veux dire? C'est des risques qu'on se base sur de la mauvaise information. Donc, ça ici, par exemple, en IA générative, on va parler d'un concept qui s'appelle des hallucinations. Les hallucinations, moi j'aime utiliser l'exemple du... Tout le monde a un beau-frère, des fois, qui va dire, beau-frère, belle-sœur, qui va essayer de convaincre tout le monde de quelque chose, mais qui n'a aucune idée. Et vraiment, il essaie de pousser en disant oui, c'est ça maintenant, c'est la guerre en Ukraine, c'est la COVID, la provenance du virus. Tout le monde a quelqu'un qui connaît, qui va vraiment essayer de te convaincre, mais qui n'a aucune idée, qui va
partager des fausses nouvelles. Bien ça, c'est des choses qui peuvent arriver avec l'IA générative. Donc, comment est-ce qu'on évite ça? Bien, comment est-ce qu'on peut l'éviter? C'est premièrement, c'est avec ton esprit critique, mais aussi c'est en testant plusieurs, en validant correctement ce qu'on essaie de développer. Par exemple, si mon but, c'est de faire de la détection d'anomalies, bien, tu peux mettre 2-3 anomalies dans ton document puis de regarder c'est quoi, ou une centaine d'anomalies, puis de regarder à quel point le modèle, la solution d'IA générative est capable de les identifier. Donc, cette rétroaction-là, cette boucle de validation-là, c'est pas parce que c'est facile d'utiliser un outil qu'il faut l'utiliser sans se poser la question si ça fonctionne, par rapport à son degré de performance. Donc, c'est important de le quantifier. Donc, par exemple, si on pose une question, c'est important de faire valider la réponse par quelqu'un qui est un expert dans la matière. On peut le faire à quelques reprises, puis quand on est confiant que ça fonctionne bien, bien là, on peut déjà baisser un petit peu la garde et dire OK, oui, ça fonctionne, donc je peux finalement l'utiliser dans mes fonctions. Donc, ça, c'est super important de démontrer que fonctionnellement, tu es capable d'obtenir des résultats escomptés. Okay? L'autre élément aussi, c'est en maximisant l'utilisation ou en optimisant son utilisation. Donc ici, il commence à avoir de plus en plus de meilleures pratiques qui sont disponibles. Quand on suit des meilleures pratiques, déjà, on va au moins s'assurer d'avoir des meilleurs résultats. Un exemple ici que je peux vous donner, ou une règle du pouce, c'est essayer de tout le temps fournir de l'information dans vos prompts. Donc, si tu poses la question, par exemple, ça serait une erreur, ça serait de dire, peux-tu me dire, donne-moi telle réponse par rapport à tel problème. Et tu t'arrêtes là et tu te croises les doigts que ça va donner une bonne réponse. Le problème avec ça, c'est que là, tu vas te mettre à risque d'avoir des fausses réponses. À la place, qu'est-ce que tu devrais faire? C'est que tu devrais lui donner des contraintes, tu devrais lui donner un contexte. Donc, je suis un comptable dans une entreprise, dans tel type d'industrie, et je veux savoir telle information. Voici des exemples ou voici un contenu. Ça peut être basé sur tel contenu. Donc, si, par exemple, tu as une règle comptable, puis tu es capable de dire, bien, regarde, basé sur ce document-là, donc, il y a des règles comptables, et j'aurais besoin que tu m'extrais des informations qui sont liées à tel sujet dans ce document-là. Ça va être excellent pour le trouver. Donc, ça va trouver très bien l'information, mais si tu fais juste donner, peux-tu me dire telle règle comptable? Bien, premièrement, c'est international, là. Donc, les règles comptables, il y en a dans tous les pays, il y en a de toutes sortes. C'est sûr que ça va te donner de la mauvaise information. Donc, ça, c'est de 1. Après, tantôt, tu mentionnais justement copier-coller de l'information. Ça, c'est bon parce que quand tu parles d'opportunité, tu t'emportes. Puis, tu peux te mettre à risque aussi d'un point de vue de la sécurité de l'information. Donc, ChatGPT est un exemple où il y a une brèche de sécurité de facto dans la plateforme. Toute l'information que tu vas mettre dans ChatGPT va être retournée dans les serveurs de OpenAI qui sont en Californie. Et ça, c'est pour un but de validation. Donc, ils vont faire de l'échantillonnage pour valider que le système il fonctionne bien. Mais ça, ce qui arrive, c'est que justement, tu te retrouves à avoir une brèche d'information. Si tu es un cabinet comptable et tu mets de l'information sur les états financiers de ton client, ben, tu viens d'ouvrir une brèche de sécurité. Il existe des façons de contourner ça. Donc, par exemple, si tu utilises des services professionnels, à l'occurrence Google, Microsoft, donc Google ont la Palm 2 et un Generative AI Studio qui vraiment, c'est un modèle par entreprise avec de l'encodage. Donc, c'est vraiment, c'est 100% sécuritaire. Donc, l'information ne sort pas des serveurs de ton entreprise. Microsoft a les Azure OpenAI Services. Donc, ChatGPT, tu peux avoir exactement la même solution, mais à l'interne. Tu as aussi la même chose au niveau de AWS. Donc, tu as des solutions qui vont justement, dans le fond, soit réduire ou complètement éliminer ce problème de sécurité de l'information. Donc, c'est important de penser à ça. Même
souvent, ce que nous, on propose, puis Microsoft, je sais qu'ils sont très forts pour proposer ça, ça ne coûte pas grand-chose de te créer un ChatGPT interne pour ton entreprise. Donc, tu vas utiliser ChatGPT dans les services professionnels d'Azure qui sont 100% sécuritaires. Tu crées une interface et tu dis, ben regarde, maintenant, utilise ça. Au moins, tu ne vas jamais tu vas jamais mettre à risque de l'information client par rapport à des potentielles brèches de sécurité. Donc, c'est très positif. Et c'est une super bonne façon, justement, d'éviter des problèmes. Samsung, ça, c'est excellent, là, ce problème-là. Samsung, il y a quelqu'un qui a copié de l'information par rapport à de la documentation sur une nouvelle batterie, sur une nouvelle technologie de batterie qui n'était pas brevetée encore. Et dans le fond, ils l'ont mis dans ChatGPT public. Et là, ben, ça l'a leaké. C'est quoi en français? Ça l'a fuité. Ça l'a fuité. Je ne sais pas si ça l'a fuité parce que ben, tu as des acteurs chez OpenAI qui ont décidé d'extraire l'information. Donc, tu n'es pas à l'abri, mais il existe des bonnes façons de prévenir ça. D'un point de vue éthique, et ça ici, j'aime ça, sortir un peu de ton cas à toi. Donc, si tu utilises l'IA générative pour faire une tâche en tant que telle, comme par exemple générer de l'information, si c'est juste pour toi, c'est une chose, mais des fois, on aura tendance à dire « Hey, c'est quoi, ça fonctionne vraiment bien, on devrait le mettre disponible pour tout le monde. » Dès que tu parles d'automatisation, tu vas commencer à parler justement de problèmes potentiellement éthiques. En ce moment, il n'y a rien qui prévient la création de fausses nouvelles. Si tu publies de l'information à outrance que tu n'as pas validée. Donc, comment t'assurer que tu minimises ton risque sur la société? Bien, premièrement, c'est d'éviter d'automatiser à outrance. Même, ce que je propose, moi, c'est tout le temps il faut tester l'utilisation de la technologie avant de la propager. Donc, c'est de la tester, c'est de s'assurer que tu as une bonne gouvernance. La gouvernance, autant de la gouvernance de données, mais de la gouvernance au niveau de l'IA, c'est de s'assurer que ta solution que tu utilises, est-ce que c'est qui est responsable si ça ne fonctionne pas bien? Par exemple, tu utilises ChatGPT pour automatiser ta création d'entrée de journaux, de journal. Ben, c'est qui est responsable si jamais ça rentre de la mauvaise information? C'est qui est responsable de s'assurer de maintenir la solution pour que les entrées soient tout le temps standards, qu'il n'y ait pas de la dégradation au niveau de la solution? Donc, il faut que tu te poses ces questions-là. Et même, il y a un autre problème, c'est potentiellement un problème juridique. C'est que l'information qui va être extraite est basée sur le web. Et il n'y a rien qui prévient le fait qu'il n'y a pas de l'information qui est sous droit d'auteur ou qui est brevetée. Donc, il faut aussi prendre en considération le fait que c'est possible que tu aies de l'information qui est sous droit d'auteur. Donc, il faut que tu aies ça en tête quand tu te retrouves à utiliser les outils. Parce que sinon, ce que tu peux te retrouver à faire, c'est que tu dis « Hey, c'est quoi? Ça répond des phrases vraiment intéressantes où il existe des outils qui vont générer des photos. Bien, je vais le mettre à la disponibilité de tous. Mais imagine que tu propages de l'information qui est sous droit d'auteur ou qui est brevetée, bien, tu peux être dans le trouble. Donc, ça, c'est des types de risques qu'il faut que tu gardes en tête. Donc, la première étape, c'est d'évaluer ton niveau de risque, ton exposition au risque. Puis par la suite, c'est de dire, OK, comment je peux m'assurer de le minimiser? C'est pas de... Dans le fond, ça va rarement devoir t'arrêter. Mais à la place, ça devrait, le bon réflexe, ça serait de dire, OK, regarde, oui, OK, ce risque-là, il n'est pas évident. Donc, je vais essayer de l'adresser à la place. Je vais changer de la façon dont j'utilise les solutions d'IA générative pour que mon usage soit sécuritaire puis soit, dans le fond, bénéfique pour mon entreprise. C'est super intéressant. Tu sais, les différents types de risques, clairement, c'est des risques auxquels on peut penser. Puis on a déjà une matrice de risques dans les organisations où est-ce qu'on se dit, OK, parfait, voici ce qui va être impacté. Ce que je remarque avec ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup d'humains là-dedans, en fait. C'est qu'il c'est pas un hands-off, là, dans le sens qu'il doit y avoir un humain qui sait comment prompt, qui sait comment interagir avec l'outil, puis il doit y avoir aussi un humain qui sait comment interagir avec le résultat de l'outil. Tu sais, fait qu'il y a encore on peut essayer de comprendre c'est quoi la technologie en tant que telle, mais ce sur quoi on a un peu plus de contrôle, c'est l'humain, la personne, idéalement le professionnel,
qui est en avant, qui est en amont, qui sait comment interagir, poser les bonnes questions, donner les bons cadres, te donner certains exemples tantôt, mais aussi qui va prendre le résultat, puis qui va voir l'impact que ça pourrait avoir avec les autres risques. De toute façon, ça m'amène à une peut-être sous-question. Je parlais tantôt de compétences, développement des compétences, etc. Moi, j'ai lu un petit peu sur le prompt engineering, sur de plus en plus des gens vont devoir apprendre à interagir avec cet outil-là. Même si on dit tout le temps qu'on peut interagir avec cet outil-là comme un humain, bien, un humain qui ne nous connaît pas, la première fois qu'on le rencontre, on ne va pas lui dire donne-moi des informations sur ces états financiers-là. On va lui dire, voici dans quel contexte je te pose des questions, etc. Fait que c'est quoi ton avis ou comment tu vois l'avenir dans cet apprentissage-là? J'ai parlé du apprentissage sur comment interagir avec l'outil, mais y a-t-il d'autres aptitudes que tu vois qui seraient nécessaires à aller chercher, là? Ce qui est le plus important, c'est d'être capable de bien communiquer. C'est quoi ton problème? C'est quoi que tu essaies d'accomplir? Si tu n'es pas capable de savoir ce que tu veux accomplir puis tu n'es pas capable de le dire clairement, bien, c'est sûr que tu vas avoir des mauvais résultats. C'est sûr que ça va être plus difficile. Donc, au niveau, je dirais peut-être design thinking, t'assurer que tu es capable de résoudre le bon problème. Tu es capable de bien le communiquer. Tu es capable de... Puis là, c'est sûr, là, après ça, tu as du prompt engineering. Donc ça, comme je disais, le prompt, c'est ta commande. Donc, t'assurer que ta commande soit la plus claire possible, la plus détaillée possible. Donc, il y a plein d'éléments ici. Ça, c'est fondamental. Donc, ici, autant au niveau de la création de l'identification de ton problème, la façon que tu donnes tes commandes. Sinon, il va y avoir des niveaux d'automatisation. Présentement, c'est juste qu'on est au balbutiement, on est au début d'une technologie qui est franchement intimidante. Donc, c'est pour ça qu'ici, une recommandation, c'est souvent d'éviter l'automatisation quand on sait pas, quand on touche à peine à la technologie, quand on vient de commencer à l'utiliser. La plupart des tâches d'un individu vont pouvoir être soit optimisées ou réduites par l'usage de l'IA générative. Et les cas d'application ne sont pas toujours clairs. Des fois, moi, c'est comme, j'aime ça parler de l'IA générative ou de l'IA comme un peu aller à la gym ou aller au gym. Au départ, ça ne tente pas d'y aller. Là, tu y vas une fois, deux, puis à un moment donné, bien, tu attrapes la piqûre, puis là, tu vas vouloir y aller plus souvent. C'est un peu la même chose. Donc, il va falloir avoir cet appétit-là. C'est pas juste de comprendre comment l'utiliser, mais c'est plus de comprendre toutes les applications pour optimiser son travail. Ça aussi, c'est une aptitude en soi. Je dirais que c'est plutôt ça. Et au niveau du upskilling, si on parle, je vais prendre une tangente sur le futur du travail. Là, puis ça, j'aimais bien Harvard Business Review présenter ça. Je dirais une façon d'exprimer ça va être quoi le futur du travail quand l'IA va vraiment être présente. Puis c'était intéressant, c'était avant l'IA générative. Et c'était encore plus flou, mais maintenant, je pense qu'on le voit de plus en plus. Mais ce que Harvard a identifié, c'est que, et j'adore la métaphore, c'est comme si tout le monde devient un patron, comme tout le monde devient un gestionnaire. Tu deviens un gestionnaire d'outils qui sont data-driven. Donc, ce que tu vas faire, c'est un peu comme dans le fond, c'est des tâches de gestion. Donc, tu vas l'entraîner, tu vas adapter ton outil. Tu vas essayer de comprendre les forces et les faiblesses. Donc, c'est comme si tu avais un employé. L'employé est imparfait, il a des forces, il a des faiblesses. Ta structure, parce que toi, tu dois collaborer avec ton employé. Donc, c'est quoi que toi, tu vas faire, c'est quoi que l'employé va faire. Donc, comment tu sépares le travail. Donc, force-faiblesse, comment tu adaptes le travail, comment tu l'évalues, comment tu agis. Donc, par exemple, si tu as un employé et ton employé est moins bon dans certains aspects, comment tu vas faire du upskilling. Donc, tout ça, c'est tous des sujets qui sont super, dans le fond, qui sont liés à de la gestion, mais qui sont aussi liés à l'utilisation de solutions d'IA générative. Donc, on peut clairement le voir. Donc, tu vas te retrouver, n'importe qui n'est même pas gestionnaire, vont se retrouver à utiliser ces outils-là pour livrer des parties de ses tâches, certaines de ses responsabilités. Donc, tu deviens de facto gestionnaire. Les utilisateurs finaux sont capables de pouvoir changer de la façon qu'ils interagissent avec l'outil, comme tu changes la façon que tu interagis avec ton employé. Donc, maintenant, c'est vraiment, tout, dans le fond, tout est dans les mains de l'utilisateur.
C'est fort intéressant. Puis je vais déplacer l'ordre d'une autre question que je voulais te poser parce qu'on s'en vient là. En fait, je serais intéressé à savoir, là, tu parles, tout le monde devient un gestionnaire. Applique la casquette que tu veux, en fait, le rôle des CPA là-dedans. Le rôle des professionnels en finance, travaillant en entreprise ou en cabinet. Est-ce que en fait, je serais intéressé de voir, c'est quoi le rôle qu'ils jouent actuellement dans les discussions que tu as avec les clients ici chez MoveAI? Ou c'est quoi le rôle que tu vois qui va se développer, là, ou les responsabilités qui vont essentiellement incomber aux professionnels de la finance avec lesquels tu interagis? Moi, je pense que un des challenges, puis c'est ça aussi que je dis à tout le monde, c'est pas tout le monde qui peut s'improviser comptable. C'est pas tout le monde qui peut s'improviser en finance dans une entreprise. Et maintenant, tu as de plus en plus de solutions qui rendent facile l'analyse de toutes sortes. Donc maintenant, cette facilité-là, l'envers de la médaille, c'est que des fois, tu as des gens qui vont se retrouver à utiliser de la mauvaise façon certains outils ou qui vont se retrouver à ne pas avoir les connaissances, mais quand même essayer de pouvoir générer de l'information comptable ou de l'information financière. Donc ici, moi, je pense que dans le fond, les CPA, et chacun des membres, dans le fond, qui ont les aptitudes, qui ont les connaissances, qui savent ce qu'ils ne savent pas, mais qui savent aussi où trouver l'information, vont devoir s'assurer que ce qui est développé et ce qui est partagé, c'est de haute qualité, puis ça reflète vraiment la réalité des entreprises. Donc ça, je dirais que peut-être versus les utilisateurs réguliers, là, je pense que vous avez un devoir, au même titre que les avocats, ont un devoir de garder la vérité puis de s'assurer qu'on reste factuel. Okay? Malgré le fait que tu as de l'automatisation au niveau de la création de rapports, tu as de l'automatisation au niveau de ce qui est créé, que tu es capable de pouvoir questionner des états financiers, tu es capable de pouvoir questionner des bases de connaissances. Ici, je vais même prendre je vais bifurquer un peu, là. Je parlais tantôt au niveau du droit, au niveau des avocats. Bien, on l'a vu il y a quelques mois, il y a un avocat qui a, puis maintenant il a été même déclaré coupable d'avoir présenté des fausses jurisprudences en cours parce que c'était des jurisprudences qui étaient inventées par ChatGPT. Donc ici, moi, ce que j'essaie de dire, et ce que j'essaie d'amener, c'est un optimisme prudent, c'est qu'il y a tellement d'opportunités, mais dans le fond, quand on touche à la finance, quand on touche aux sous d'une entreprise, quand on touche à des principes qui sont fondamentaux dans des entreprises, bien, il faut s'assurer que c'est bien utilisé et bien, vous devriez être les gardiens de ces connaissances-là au niveau de la finance et de la comptabilité. Je comprends. Fait que le concept de confiance est super important, clairement, autant pour la confiance que ce à quoi on applique la Generative AI. On va pouvoir se fier aux résultats, fait que ça implique l'implication en amont puis en aval aussi. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un travail à faire organisationnellement. Faisons confiance à l'outil aussi, testons-le. Fait qu'on parlait de changement du mindset, changement des perceptions, bâtir un petit peu une culture d'expérimentation qui est un muscle essentiellement. Les entreprises qui veulent apprendre à innover, bien, on ne commence pas à innover avec un projet de plusieurs mois, on est capable de tester, mais ça, c'est un réflexe qui n'est pas nécessairement inné, c'est acquis. Donc, c'est de bâtir un petit peu la confiance de l'organisation à tester, fait que laisser du temps, laisser probablement de l'argent aussi, à faire des essais, faire des tests, faire des erreurs probablement aussi. Puis j'ai l'impression que cet outil-là nous permet de le faire avec des résultats, tu en as parlé tantôt, qui sont peut-être plus raccourcis dans le temps. Alors que l'AI, auparavant, les résultats, on les voyait après plusieurs semaines, après plusieurs mois dans l'implantation, puis souvent à un nombre réduit de personnes. Là, c'est peut-être possible de voir un certain résultat après un plus court laps de temps, puis on est capable de bâtir un petit peu là-dessus. Oui, tout à fait. Puis je pense aussi que si vous ne le faites pas, d'autres personnes vont le faire pour vous. Soit qu'il y aura des outils qui vont le faire automatiquement puis qui ne vont pas nécessairement appliquer vos méthodes, vos types d'analyse, ou ça va être d'autres personnes dans l'entreprise qui vont se retrouver à juste générer de l'information on the fly puis qui ne va pas respecter vos standards. Donc, il faut le faire. Puis surtout ici, on ne parle pas de grands investissements.
de tester ChatGPT ou de tester Copilot quand ça va sortir sur Excel, sur Word, c'est un petit investissement en temps, mais ça peut justement te montrer des belles opportunités pour améliorer ton travail. Puis en même temps, ça s'assure que, ben, dans le fond, votre fonction demeure performante dans l'entreprise. Je comprends. Tu as parlé des standards. Je ne peux pas terminer l'entretien sans parler. Je parle du cadre normatif parce que oui, il y a les normes, il y a les règlements, mais il y a aussi des standards, des meilleures pratiques. Bref, il y a un melting pot présentement, étant donné que c'est un enjeu qui est global. L'intelligence artificielle, ça ne connaît pas nécessairement de frontières, c'est un peu galvaudé, là, mais nos voisins au sud, les Européens, etc., bref, on utilise cette technologie-là, mais il y a des standards, des processus, des réglementations qui diffèrent d'une juridiction à une autre, d'une province à l'autre. Comment tu débroussailles tout ça, là, les contextes normatifs qui diffèrent, puis aussi les meilleures pratiques, surtout dans ton contexte de comité de l'ISO? Oui, tout à fait. Je vais essayer de le simplifier au maximum. Présentement, il y a un projet de loi qui est très avancé. On estime que ça va passer en 2024 ou début 2025, mais il y a quand même déjà de la super documentation à ce niveau-là. Ça s'appelle l'IAD, la loi sur l'intelligence artificielle et les données, ou AIDA, AI and Data Act. Et ça c'est une réglementation qui passe par donc c'est le Canada. Donc le Canada a décidé d'être précurseur. C'est vraiment intéressant. Le Canada est précurseur en même temps que l'Europe. Donc l'Europe et le Canada, on est les leaders internationaux au niveau de la réglementation de l'IA. Donc c'est pas peu dire. Et quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est que ils se sont dit, on n'est pas les experts en IA. Et comme tu l'as si bien mentionné, ça peut être mélangeant, le cadre législatif, le cadre au niveau de la standardisation, parce que tu as plein d'États, tu as plein de pays, tu as plein de provinces. Donc, ce que le Canada a dit, c'est que nous avons un cadre, mais ce cadre va s'appuyer sur des standards internationaux. Et de facto, on parle d'un lien qui va être un lien qui est explicite, qui va être explicite ou bref implicite, mais qui va être direct entre les normes ISO et l'IAD. Okay. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en 2025, quand l'IAD va sortir, donc on va s'attendre à ce que les entreprises utilisent les normes ISO comme ISO, IEC, puis il y en aura d'autres aussi, là, par exemple NIST. Donc, il va y avoir quand même d'autres exceptions, mais vraiment, ISO va être les outils, les standards pour être capable de pouvoir démontrer que oui, on est bel et bien conforme ou non, on ne l'est pas. Quelque chose qui va être particulier et qui est important de mentionner, c'est que la loi va quand même être assez restrictive, mais va surtout être restrictive pour des applications à haut impact. Oui. Donc, un haut impact, puis il y a plein de descriptions, mais un haut impact, essentiellement, ça va être si tu peux mettre à risque des impacts néfastes sur les individus, sur la collectivité, ou si tu mets à risque de créer des biais importants, donc des biais négatifs, donc de la discrimination. Donc, ça va vraiment être c'est les critères qui font que c'est haut risque. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que par défaut, à peu près toutes les applications vont devoir évaluer l'impact qu'ils vont avoir. Puis quand l'impact est élevé, c'est là qu'on va avoir vraiment plein de contrôles, plein de processus qui vont être mis en place. Je comprends. Donc ça, c'est le cadre normatif. Fait que j'aime bien que les deux vont se parler, en fait. Les deux vont interagir, ils vont complémenter un et l'autre. Donc, puis les deux sont en développement actuellement. Ils sont en développement. Au niveau des normes ISO, ça fait quand même, je dirais, 5 ou 6 ans. Donc, on a vraiment une longueur d'avance. On a même que, en ce moment, on est en finalisation d'un standard qui est, je dirais, le standard principal qu'on va appeler le standard AIMS, AI Management System. Donc, qui va vraiment être l'évaluation de la conformité de solutions, de systèmes IA pour la gestion.
Donc ça, c'est en train d'être finalisé et même le Canada a déjà fait un projet, il est en train de faire un projet pilote avec une banque canadienne, avec une institution financière, je vais être précis. Donc en ce moment, on fait déjà un projet pilote qui utilise les normes ISO comme base pour l'analyse de la conformité. Donc vraiment, il se passe des choses. Là. On n'est pas juste en train de brainstormer. Il se passe vraiment des choses. On a des livrables. C'est sûr que c'est assez long, mais en ce moment, on est en train d'en voir beaucoup de standards qui sont sur le point d'être mis en place. Vous irez voir ça, dans le fond, c'est la suite, c'est SC42. Donc, par exemple, on va parler ici de 42001 qui va sortir imminemment. Là, on estime dans 2-3 mois là, qu'on va pouvoir avoir qu'on va avoir ce standard-là hyper critique qui va être mis à la disponibilité des utilisateurs. Bref, dans quelques mois. Je comprends. Mais, donc, vous commencez par un projet de conformité dans le secteur financier. C'est pas un petit projet fail fast, cheap and early. Bien, en fait, c'est un très bon point que tu amènes. Au niveau des normes ISO, on a toujours dit qu'il faut que ça soit multisecteur. Et ça, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'après, on va donner la fondation sur laquelle certaines industries pourraient ajouter des critères supplémentaires. Mais le premier, comme tu le dis, c'est pas évident. On vise justement les applications les plus complexes. Puis ça, c'est au niveau du Canada. Ce qu'on va aussi vouloir faire, c'est qu'on est en train de regarder des façons verticales, donc de se dire, bien, c'est bien beau d'avoir des standards qui sont à travers toutes les industries, mais on veut regarder comment appliquer ces standards-là d'une industrie à l'autre. Donc, on a déjà commencé à regarder le tout. Aussi, il y a une autre question. Je sais que vous avez aussi plusieurs personnes qui font partie de petites et moyennes entreprises. Comment est-ce qu'on est capable de s'assurer que ces standards-là puissent être implantés dans des petites et moyennes entreprises? Parce que sinon, tu dis que toutes les petites et moyennes entreprises qui d'habitude n'ont pas nécessairement l'habitude de se conformer à des standards ISO. C'est quand même assez gros, c'est quand même assez long. Ça veut dire que tu les empêches essentiellement de faire des projets à impact élevé. Donc, pour éviter ça, on est en train de regarder comment est-ce qu'on peut créer une version un petit peu plus épurée pour s'assurer que les petites et moyennes entreprises restent quand même, dans le fond, aient les opportunités de pouvoir quand même être certifiées. Je comprends. C'est très intéressant, cette considération-là pour les PME, qui évidemment forment plusieurs entreprises ici au Canada, mais à suivre. Donc, on va devoir garder un œil là-dessus, au même titre qu'on regarde les réglementations provinciales, on regarde les réglementations qui sont aussi en Europe, quand on a des clients, surtout au niveau de la confidentialité de l'information personnelle. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de conformités différentes, distinctes, à garder un œil là-dessus. Donc, merci pour ces lumières-là. Je pense que ça fait un bon tour d'horizon de vers où on s'en va, vers où l'intelligence artificielle générative va s'en aller. Je pense que j'arrive à ma conclusion. Merci Olivier pour ton temps aujourd'hui et tes lumières. J'en ai appris, même si on avait préparé cette entrevue-là, j'en ai appris même. Très intéressant les points. Je pense que ce que je retiens, c'est sûr que je place aussi le CPA dans la discussion. J'aimerais beaucoup, avec ces constats-là, j'aimerais beaucoup que les CPA soient aussi des acteurs de changement, qui prennent un rôle un petit peu plus actif dans la transformation de leur organisation, puis de ce que je comprends, en fait, ça va être beaucoup plus facile désormais qu'il y a des outils qui sont accessibles. Non seulement c'est facile, mais je pense que ça va être aussi attendu du marché. Donc, les clients internes, les clients externes vont s'attendre à ce que les professionnels aient recours à ces outils-là. Puis, je pensais à quelque chose tantôt. Première discussion, première question que les CPA vont devoir se poser, c'est comment l'intelligence artificielle générative peut être utilisée dans mon organisation. C'est peut-être l'idée d'un premier prompt, c'est-à-dire d'ouvrir ChatGPT et de demander à ChatGPT, voici le contexte dans lequel j'évolue, voici mon rôle, voici mes enjeux. Qu'est-ce que tu me proposes de faire avec ChatGPT? On pourra peut-être laisser les CPA l'essayer. Donc, merci. Oui, c'est ça. Hein, j'irai l'essayer après la discussion. Donc, merci à vous pour votre écoute. Et en fait, je vous invite aussi à aller voir le reste des ressources qui sont disponibles, autant par CPA Canada que nos partenaires, les ordres CPA provinciaux et territoriaux. Merci à vous pour votre écoute. Au revoir. Merci.